Bonsoir les amis, comme je le dis tout à l'heure, Aviram n'est pas là ce soir. Il a donc fait un enregistrement de la session de ce soir sur une vidéo que je vais vous dérouler tout à l'heure. Nous sommes donc le 17 février 2021, il est 20h06. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Foundation avant de débuter cette vidéo. Et vous allez voir, à propos de cette vidéo, il y a une petite surprise et on vous demandera votre avis, enfin, Aviram va vous demander votre avis pour savoir ce que vous en pensez par rapport à la présentation, parce que ça va préfigurer sûrement ce qu'on va faire sur la chaîne de télévision. Enfin, c'est lui ce qu'il prévoit de faire et ça sera, je pense, super. Donc, clause de non-responsabilité. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même pour lui-même et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais il ne se substitue pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Donc, je vais vous laisser regarder cette vidéo et puis ensuite on fera les petits commentaires si vous avez. Bonjour les amis. Comme vous me voyez, c'est-à-dire c'est une petite expérience en prévision de l'ère de la télévision dans la Fondation Cash. On ne sait pas encore comment on va le faire, donc ça c'est juste une petite euh, expérience pour moi et pour vous. Je vais quand même continuer à faire les multiplications de la façon comme avant avec les PowerPoint parce que je trouve c'est plus facile pour la compréhension. J'aimerais quand même, pour ça je le fais, vous demander est-ce que pour vous c'est vraiment plus facile les PowerPoint ou c'est plus facile quand vous voyez ma face pendant que je parle. Je peux parler et quand il y a comme des phases où des images seraient importantes, je pourrais switcher sur screen share et je peux vous montrer des images. Donc, j'aimerais avoir votre feedback pour cela, pour faire le mieux pour tout le monde. Ok, là, je vais faire comme avant. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le 17 février, comme probablement Joël a déjà dit. C'est la multiplication du Knowledge Seeker Workshop 367 du jeudi passé. Le thème principal, c'est la chaîne de la télévision de la Fondation Kesh. Monsieur Kesh parle pas seulement dans le Knowledge Seeker Workshop, mais aussi dans toutes les autres endroits où il peut
se faire entendre de cette nouvelle chaîne de télévision parce qu'elle va être un outil principal dans la diffusion des connaissances et aussi un outil principal pour promouvoir la paix mondiale. Donc, dans ce cadre de la télévision, M. Keshe, il a demandé il a quand même fait un appel d'offres, si on veut, pour proposer à toutes les gens qui ont des connaissances en la technique de télévision de se joindre au projet parce qu'il voudrait créer un conseil d'administration qui est composé des gens pour lesquels la télévision travaillera. Donc, ça donne une base très démocratique pour cette chaîne et c'est ça ce qui est voulu. Le but principal c'est aussi que tous les groupes locaux pour la diffusion ou la multiplication des connaissances du plasma sont appelés à réserver leur temps pour la programmation de la chaîne de la télévision. Et je vous rappelle, la diffusion commencera le 21 mars et il y a le point principal de ces diffusions, il y a des émissions qui seront live. C'est seulement l'Underseeker Workshop du jeudi et One Nation, One World pour mardi. Toutes les autres, aussi les multiplications par les langues, seront préenregistrées et diffusées après. C'est comme la chaîne YouTube avant où on avait le dépôt de toutes les multiplications qu'on a fait, que les gens ou vous pouvez écouter ces émissions-là différées. Donc, la télévision va avoir un volet live et un volet qui va diffuser les connaissances en différé. C'est comme la télévision à la carte. Dans le cadre de cette télévision, le Conseil universel va promouvoir très fortement le mouvement de la paix dans le monde, dans le sens il va vouloir promouvoir la signature du traité de la paix. Vous vous rappelez, en 2017, au mois d'août, les membres du Conseil universel ont signé le traité de la paix pour chaque nation de la Terre pour les dirigeants qui n'étaient pas encore prêts. Mais maintenant, le temps change et il y a, semble-t-il, plus de présidents qui seront peut-être prêts à signer. Donc, à ce moment-là, ça va se faire. Cette campagne commence le 21 avril de cette année, donc un mois après que la télévision ait démarré. Et pour dire dans ce contexte aussi que naturellement, toutes les signatures officielles d'un pays vont être présentées live sur la chaîne de télévision. Ça, c'est bien entendu. Dans le cadre aussi, une remarque sur l'éthique à nous tous, aussi comment nous parlons à d'autres personnes de la nouvelle science du plasma. En fait, M. Keshe dit, c'est pas une très, très bonne idée de parler d'une nouvelle science comme si ça va faire dans la tête des gens un effet très
logique. Quand il y a une nouvelle science, l'ancienne science, c'est-à-dire la science qu'on a utilisée jusqu'à date, va être obsolète et toutes les scientifiques comme un peu retardés. Donc, dans ce sens-là, c'est pas une bonne idée de parler comme ça. C'est pas une nouvelle science. On va plutôt la présenter comme un atout, un ajout à des connaissances qui existent déjà. Donc, on ne va pas se débarrasser de toutes les sciences qui sont déjà en place avec toutes les structures. Non, on va les utiliser et bâtir sur toutes ces structures existantes déjà. Là, on va ajouter la nouvelle science de plasma. Donc, c'est plus pour les scientifiques, par exemple, c'est plutôt une mise à jour de leurs connaissances et non une discontinuité de leur profession. Et ça, c'est très, très gentil parce qu'on ne veut pas froisser les gens pour se faire des ennemis. On veut gagner des amis pour que la diffusion se fait plus facilement. Dans le contexte, M. Kesh nous a dit une chose très surprenante, pour moi en tout cas, que beaucoup de pays comme le Brésil, Chine, Russie, États-Unis même, ils utilisent déjà dans leur programme de technologie spatiale, ils utilisent déjà les connaissances de la science du plasma. Et quand c'est le cas, si ça c'est le cas, ils vont pas, par des raisons politiques, vouloir complètement abandonner parce que ça fonctionne bien. Pour ça, ils sont adoptés. Ils vont pas la scraper pour des raisons idéologiques, si on veut. Et ça fait ça comme prépare le chemin beaucoup plus pour avoir les signatures pour le traité de la paix. C'est ça le but de l'exercice. Dans le contexte d'échange des connaissances et de la technologie pour la paix. Ensuite, ça c'était juste brièvement l'ordre d'œuvre, comme les bonnes nouvelles. Maintenant, Monsieur Kesh a commencé déjà, il a annoncé en fait que la nouvelle série d'enseignements commencera le 21 mars. C'est la date, vous vous rappelez, où le soi-disant nouvel portail se ouvre, où il va commencer à diffuser les connaissances du Créateur, et ça va être des diffusions ou des enseignements qui ne sont pas seulement dédiés à la race humaine, mais à la communauté universelle toute entière. Et comme enthousiaste comme il est, il ne pouvait pas attendre, il ne veut pas attendre le 21 mars. Non, il a commencé tout de suite de parler du contenu de cet nouvel enseignement qui va se grouper autour de l'origine de la vie. Si vous regardez le Wikipédia, vous allez trouver que la science conventionnelle, alors pour le moment, la science nous dit on n'a pas vraiment une explication de l'origine de la vie. Vous savez, historiquement, avant l'âge des Lumières, on peut dire, avant Descartes, on peut dire, le rationalisme ou le matérialisme dans les sciences, les religions étaient les fournisseurs principaux des connaissances et des explications pour les mystères et les faits de la vie. Donc, à ce moment-là, il y avait, comme toutes les religions, sauf le bouddhisme, postule un créateur
qui finalement est éternel, qui est un peu à l'extérieur des fois de la création, et c'est lui qui crée la création, soit un seul coup, soit graduellement avec le temps. Le bouddhisme n'a pas adopté ça, surtout le bouddhisme zen et le bouddhisme tibétain, parce que pour eux, c'est la conscience qui crée le monde, et de cette façon, on n'a juste pas besoin de faire référence à un Dieu ou à un créateur. Mais si on regarde ça de plus proche, on voit quand même c'est peut-être juste un changement de mots en réaction avec les autres religions qui postulent un Dieu qui est à l'extérieur de nous et qui nous domine, et toutes ces choses-là pour légaliser la dominance entre nous, on se comprend très bien. Et non, c'est ça. Lui, c'était plus une réaction à cela. Donc, le bouddhisme, il est beaucoup plus scientifique. Il a mis il a comme cancellé le mysticisme et essayé de le remplacer par les faits qu'on peut trouver et prouver dans le monde dans lequel nous vivons. Mis à part, il y a alors la science actuelle n'a pas de solution. Elle se retrouve devant un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. Pour que la science conventionnelle accepte que la vie est basée sur l'existence des acides aminés. Les acides aminés se multiplient, donc se répandent par ADN et ARN, je ne sais pas en français, DNA peut-être. Alors, c'est nos gènes, les gènes. Mais les gènes, eux aussi, sont produits d'acides aminés. Donc ça fait un catch-22, c'est-à-dire pour produire des acides aminés, ça prend des acides aminés. Donc, on n'est pas plus avancé parce qu'on n'a pas expliqué comment le premier acide aminé ou les premiers acides aminés qui peuvent former des chaînes d'acides aminés qui sont les gènes et qui peuvent reproduire éternellement les acides aminés. On ne sait pas d'où ça vient. Je me rappelle de mon école, il y avait comme une théorie, c'était plus une fantaisie, pas une théorie, qu'avec les éléments organiques qui ne sont pas encore acides aminés, avec l'électricité dans les airs, comme les orages et tout ça, les particuliers de chaleur et de présence de minéraux auront fait que, comme par hasard, la première acide aminé s'est formé. Ça, je trouvais déjà un peu farfelu parce que un hasard dans la biologie, par exemple, une mutation qui se fait, si on postule le hasard, qui se fait par chance, la chance de survie, c'est 1 en 6 millions. Donc, on peut comprendre que la probabilité statistique que les acides aminés et en plus après les configurations d'acides aminés en gènes qui est hyper complexe par rapport, que ça se crée par hasard, c'est complètement au-delà de notre imagination. C'est beaucoup plus facile d'expliquer ça d'une autre façon et c'est ça ce qu'on veut essayer avec les connaissances de la science du plasma. Donc, si on comprend la création de la vie, et c'est ça, on sait que c'est ça
la tâche ou la qualité ou l'occupation principale du créateur. Ça veut dire, si nous comprenons l'occupation principale du créateur au point que nous pouvons le faire pareil, à ce moment-là, vraiment, nous pouvons prendre notre positionnement à côté du créateur pour co-créer les mondes splendides. Et c'est ça notre destin, pourquoi les humains sont dans la création. Donc, cet enseignement de l'origine de la vie va nous transporter ou nous ouvrir le chemin vers la place qui nous est destinée par le Créateur, l'humain. Dans le contexte, M. Kesh nous a rappelé que dans tout le début de la science du plasma, on a fait du nanoplaquage et du GANS. Même dans la production du GANS, il dit, quand vous regardez exactement comment ça se fait, si je prends l'exemple du GANS CO2, on a un milieu d'eau salée, c'est comme les océans de la Terre. On a une plaque de cuivre nanoplaqué, une bobine de cuivre nanoplaqué et une plaque de zinc. Ces deux créent un champ gravitationnel magnétique par leur différence de poids atomique qui fait 6. Ils créent le champ, la force de champ, un champ magnétique à la force 6 qui est la force du carbone. Donc, à ce moment-là, cette force, dans le contexte d'inertie à la place où on produit le CO2, c'est-à-dire sur la planète Terre, ce champ peut se densifier pour collapser, comme on dit dans la physique quantique, en matière, et on a le GANS CO2. Après, on a le carbone en forme plasmique. Après, ce carbone en forme plasmique fait interaction avec l'oxygène en forme plasmique également dans l'eau. Et ces deux vont se densifier leur champ pour collapser ou atténuer, on peut dire ça aussi, pour collapser en forme de matière par la suite. Et pour ça, à ce moment-là, on voit la poudre blanche qui se dépose au fond du contenant. Donc déjà, dans les expériences avec de fabriquer du GANS, si on regarde bien, ça part absolument de la création par les champs plasmiques et non par un mélange de matière, des champs électromagnétiques ou quoi que ce soit matériel. C'est important à se rappeler de ça parce que ça nous rappelle que déjà au début, la phase maintenant pour expliquer la création de la vie et ça comprend de toute évidence la création des matériaux était déjà inclus. Pourquoi? Pas parce que M. Kesh le voulait, oui, ça aussi, mais parce que c'est comme ça que la création se fait dans tous les univers. Si on regarde maintenant les bébés, c'est-à-dire comment la vie humaine est créée, faudrait d'abord regarder peut-être où serait le début de la vie humaine. Là, on a la biologie et la médecine qui dit la vie humaine, la médecine et la biologie, ils disent la vie humaine commence avec la conception sur le plan physique, c'est-à-dire quand le spermatozoïde se fond dans l'ovule.
et la division cellulaire explose et ça va 9 mois après donner naissance à un petit bébé. L'astrologie a une position encore plus retardée peut-être, parce que l'astrologie dit notre vie commence avec notre naissance. Et ça, c'est même par rapport à la biologie que j'ai mentionné avant, mais surtout avec la science des plastiques, une proposition qui est complètement insoutenable. Parce que ça nie tout le temps qu'on a avant. Donc, par exemple, si vous êtes né, vous avez la fête autour de ces jours-là, on est quoi, le 17 février, donc vous êtes encore Verseau, mais c'est seulement l'astrologie de votre corps, parce que et même pas ça, parce que votre début de votre corps, selon la biologie, c'est quand le sperme se fond avec l'ovule et la division cellulaire débute. Donc, pourquoi l'astrologie a pris ça, je comprends pas. Et ça veut dire aussi que si quelqu'un veut rénover l'astrologie, faudrait que nous, on ait un signe 9 mois avant le signe qu'on a par les conventions. Dans la science du plasma, l'explication du début ou de l'origine de notre vie peut aller, ce que je vais vous dire maintenant, ça va avoir l'air très complexe et c'est juste complexe parce que c'est nouveau. Une fois, vous regardez ça ou vous avez entendu ça comme 3 à 6 fois, c'est moi, j'ai réagi comme ça, j'ai trouvé ça très compliqué au début, mais après que j'ai comme de plus en plus compris le concept, pour moi, c'est maintenant beaucoup plus clair que toutes les autres explications comment la vie est créée sur la Terre. Donc, il y a 3 prémices. La première prémisse, le Créateur a déjà tout créé dans un élan d'amour éternel au début. Tout, ça inclut chaque élément de tous les univers avec toutes leurs possibilités individuelles qui sont infinies et avec toutes leurs formes ou structures qu'on peut dire dans tous les temps, passé, présent et futur. Ça, c'est sur le plan, c'est très clair. On parle de la première prémisse, ça se fait sur le plan fondamental, qui est le plan sur lequel se trouve la réalité. On fait la différence entre réalité et réalité perçue. La réalité objective se trouve sur le plan fondamental, tandis que la réalité perçue se trouve sur le plan matériel ou sur le plan énergétique, c'est-à-dire sur les 2 autres plans. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on avait avec cette première prémisse? On a comme sur le plan fondamental, tout est déjà créé avec toutes les possibilités possibles, infinies. Tout l'infini de l'univers en termes d'espace, en termes de temps, est déjà créé. Ensuite, la deuxième prémisse, les âmes des parents choisissent une possibilité dans leur acte de co-création. Et le acte de co-création n'est pas nécessairement le moment où papa fait l'amour à maman et vice-versa. Cet moment de décision de co-créer une nouvelle âme va se faire plutôt sur le plan de leur âme, que leur âme génère le souhait et ça se passe déjà sur le plan fondamental à ce moment-là.
Si le mental ou la conscience individuelle de papa et maman ne se rendent pas compte à ce moment-là, c'est une autre affaire. Parce que ça appartient à leur perception et c'est dépendamment de leur structuration de leur conscience. Si la conscience, comme idéalement, est très structurée dans les deux parents, ils vont comme couler avec le souhait de l'âme qui va instantanément se traduire dans un désir dans le corps des deux personnes et ils vont à la suite faire la démarche physique pour faire un enfant. Si la conscience est moins structurée, le décalage entre la décision de l'âme et la suite sur le plan de la perception matérielle peut aller à beaucoup plus tard. Ça peut aussi fonctionner dans le sens comme les âmes ont déjà décidé. Le couple ils font l'amour comme tous les jours, tous les 3 jours ou whatever, et ils n'ont pas idée de créer un enfant. Mais l'enfant se crée pareil. Hein? Vous comprenez, ça arrive assez souvent. Et ça, c'est une autre preuve que le chemin de l'âme, le souhait de l'âme va se réaliser. Après tous les accidents qui peuvent arriver après le démarrage sur le plan physique, ça peut être aussi attribué à la mal structuration ou déstructuration de la conscience individuelle des parents et personnes autres qui sont dans l'entourage vital de la nouvelle vie. Troisième prémisse, c'est la phase de collection de la lumière informationnelle. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est la lumière informationnelle. On pourrait dire c'est les champs magnétiques du plasma de toute chose. On se rappelle, la science du plasma nous explique très bien que chaque entité, chaque élément au centre, le plasma, qui est sans lien avec le créateur, qui est permanent, c'est un permalien, comme sur Facebook. Et cet lien, ça peut être perçu. Il y a des personnes sur le plan énergétique qui perçoivent la présence d'un plasma ou d'un champ magnétique par des couleurs ou par la lumière. Pour ça, on dit lumière informationnelle. Donc, si un nouveau bébé se crée, il y a cette phase de collection de lumière informationnelle. Cette phase, M. Kesh a parlé il y a assez longtemps déjà de ça, quand il a dit que aujourd'hui la naissance d'une nouvelle vie est beaucoup, surtout dans les pays industrialisés, c'est un hasard. C'est pas les parents s'occupent pas dans le sens que ils préparent tout autour pour dans le seul but de créer des conditions parfaites pour l'arrivée d'une nouvelle âme. Non, c'est plutôt comme ah ouais, on fait l'amour et après il y a un enfant. La collection de la lumière informationnelle, c'est-à-dire chaque entité dans l'univers contient la lumière informationnelle. Et cette lumière informationnelle, elle fait les connexions aussi s'il y a une interaction entre toutes les unités de l'univers et ça crée un réseau qu'on appelle l'esprit. Entre toutes les unités de l'univers,
la connexion, ce réseau qui se crée par ça, on pourrait nommer l'esprit. L'esprit, c'est le mental du Créateur par rapport à notre mental. Ici, notre conscience est structurée, notre mental va être égal ou fusionné avec l'esprit qui est le mental du Créateur. Comme notre âme est fusionnée avec l'âme du Créateur. OK? Donc, ce réseau de lumière informationnelle, on pourrait, comme Hélène, elle le nomme l'espace de pensée, par exemple. Et nous, on pourrait dire c'est le réseau plasmique qui lie toutes les unités dans tous les univers. Et on pourrait dire, si on voit ce réseau-là comme une structure, on pourrait dire que à l'intérieur de cette structure, la, entre guillemets, chose qui lie, qui fait vraiment le lien, ça serait l'amour. Donc, lumière informationnelle, amour, ça peut être presque synonyme. Donc, quel type de lumière informationnelle est collectionnée depuis la décision de l'âme, des âmes de créer une nouvelle âme? En fait, c'est pas vraiment, si on se rappelle, tout était déjà créé en potentialité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une nouvelle âme qui est créée. C'est juste que la potentialité, cette nouvelle âme, elle est transférée d'un état de potentialité ou probabilité dans un état de réalité. Donc, c'est pas vraiment une création, c'est plutôt une réalisation. Mais ça peut aussi être une création parce que, en fait, ce qui arrive, c'est la collection de la lumière informationnelle. Et cette collection, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire, on a la lumière informationnelle, tout le savoir de la lignée de l'âme de la mère, qui se condense dans la production d'un ovule absolument spécifique. Pas tous les ovules vont devenir un enfant. Mais dans la production d'un ovule à l'intérieur de la femme, l'ovule qui va devenir un enfant le sait déjà avant sa création. Parce que l'ovule aussi est déjà créé dès le début comme potentialité et il devient une réalité parce que toutes les interactions universelles se agencent pour porter cet ovule spécifique à la maturité. La même chose pour le sperme du papa. Il y a des millions, je crois, de sperme par éjaculation. Donc, il y a seulement un sperme qui est choisi et c'est pas une course de qui va gagner, c'est déjà déterminé pendant que le sperme atteint sa maturité. Dans tout ce processus, c'est déjà clair. On pourrait dire le sperme comme l'ovule savent déjà avant la création, c'est déjà clair que ce sperme spécifique et cet ovule spécifique vont devenir cet enfant parce que seulement ces deux spécifiques-là contiennent à ce moment la structure qui est nécessaire et voulue pour la création de la nouvelle entité. Ensuite, on sait que le corps humain contient tous les éléments de la planète.
Ça veut pas en termes de matière, ça va arriver quand le corps se forme par la division cellulaire, mais déjà avant en forme plasmique. Donc c'est déjà aussi une partie de la collection de la lumière informationnelle que cette nouvelle entité attire tous les composants des éléments qui existent sur la planète Terre. On pourrait dire on est composé de la même gamme d'éléments ou de forces plasmiques par rapport à l'inertie que la planète qui est notre mère Terre. Donc, il n'y a aucune différence entre, même matériellement, entre l'être Terre et l'être humain. Et vu que nous contenons tous les éléments de la planète, on a un lien à tous les éléments de la planète au même temps. Et ça, c'est la cause pourquoi nous pouvons contrôler notre réalité sur le plan matériel, parce que nous sommes connectés avec l'esprit et notre mental, l'espace de pensée, le centre de l'espace de pensée qui est les liens de tous les éléments de l'univers, c'est notre conscience. Quatrième partie, l'ontogénèse comprend toute la phylogénèse. Vous voyez ça avec les petits fœtus en bas. On a fœtus d'un poisson, d'un reptile, d'un canard, d'un cochon, admettons, et d'un humain. Et la particularité de la ontogénèse, ça veut dire le développement, la création d'un nouveau être, ce nouveau bébé, c'est l'ontogénèse, comprend toute la phylogénèse, c'est-à-dire le développement de l'embryon passe à travers toutes les règnes d'évolution des animaux sur la Terre. Ça commence avec monocellulaire, comme les bactéries, comme certaines algues. Après, ça devient multicellulaire, mais c'est juste un amas de cellules, comme peut-être des amœbes, des agglomérations bactériennes et des choses comme ça. Après, ça se spécifie ou particularise beaucoup plus et ça devient à ce moment-là, ça peut apparaître comme des plantes primitives et des animaux primitifs et après ça devient de plus en plus spécifique, mais ça passe à travers toutes les règnes de l'animal. Ça veut dire, en nous, nous avons la lumière informationnelle des reptiles, des poissons, des oiseaux et des autres mammifères. Ça veut dire, nous savons c'est quoi la vie d'un oiseau. Nous savons comment vit un poisson. Ça veut aussi dire, pour nous, de vivre dans un milieu aqueux ou de voler, c'est pas une expérience complètement incompréhensible et étrange. C'est aussi pour ça, on peut rêver de voler et de respirer sous l'eau. Parce que ça fait partie de nos connaissances. Et le moment, notre âme peut étendre sa force au-delà du corps, nous serons capables de choisir. Je peux voler, je peux aller sous terre, je peux aller sous l'eau, je peux vivre dans quel milieu qui me semble propice à ce moment-là. Là, on a juste parlé pour les 4 premières parties des interactions avec des éléments visibles, physiques. Mais il y a aussi des interactions de toute évidence, on peut dire, avec les êtres qui sont non visibles.
eux, soit ils ne veulent pas avoir de corps physique, soit ils ont dans des endroits où il n'y a pas moyen de vivre avec un corps physique, par exemple, dans les couches de l'atmosphère au-delà de 500 km. Ça aussi, de ces entités-là, il y a aussi des interactions avec ceux-ci qui font un échange de lumière informationnelle qui va charger le bébé. Dans le contexte, Monsieur Kirsch a dit, cette connexion de lumière informationnelle, c'est comme prier pour l'âme du nouveau-né bien avant qu'elle se naisse. Et lui, il a mentionné 20 ans avant. Donc, c'est beaucoup. Mais le 20 ans avant, ça peut être comme une métaphore ou une joke sur le plan fondamental où il n'y a pas de temps. Parce que si quelqu'un devrait naturellement devenir père à 19 ans, il devrait être, quand lui, il est embryon en développement, déjà être clair sur sa progéniture à lui. Et ça, sur le plan matériel, c'est pas possible, mais c'est très probable, même vrai, sur le plan fondamental, parce que sur le plan fondamental, nous vivons dans un espace infini et un temps éternel. Donc, tout est déjà là. Et ça, c'est une bonne idée parce que quand on est fœtus, on est beaucoup plus proche comme normalement, on est beaucoup plus proche avec notre mental à notre âme que comme adulte. De ça, je vais vous parler plus tard un peu plus. Ensuite, M. Kirsch a mentionné 3 éléments très cruciaux pour notre développement du corps physique. C'est l'élément du cuivre qui est responsable pour la formation des tissus rouges dans notre corps, aussi pour la symétrie de notre corps. Le fer, Fe, et l'oxygène O, qui sont responsables pour 2 qualités de notre sang. Le fer, c'est très clair, c'est l'hémoglobine, qui sont les particules solides dans le sang, et l'oxygène est responsable pour la partie liquide du sang. Les deux, on pourrait dire que le fer, il correspond aussi au centre ou noyau comme le magma, qui est très ferreux au centre de la Terre. Pas le centre, c'est vide, on sait. Mais autour de ce centre vide, la magma, elle est très ferreuse et elle est représentée où il y a un lien entre ça et les globules rouges, par exemple. L'oxygène fait partie ou représente la partie liquide du sang et les océans sur la Terre. Donc, déjà dans notre sang, on a un amalgame des deux structures de la surface de notre planète, qui peut être liquide ou solide. Donc, le solide, ça serait lié au fer et le liquide à l'oxygène. Si je vais maintenant, admettons, ma conscience est très structurée et je peux me déplacer où je voudrais. Si je m'en vais dans un autre espace de l'univers, le fer peut être remplacé par
le potassium, le calcium par le magnésium et l'oxygène par l'hydrogène. À ce moment-là, je ne vais plus avoir des tissus rouges et mon sang ne va pas être rouge non plus. Et mes formes, le cuivre est dans l'exemple que j'ai pris en planète Zeus. Si je incarne là-bas, le moi, mi, va changer d'un corps physique comme je le connais et va devenir une forme peut-être comme le petit bonhomme vert. Le cuivre est encore là parce qu'on voit la forme symétrique, mais les autres éléments ont changé pour d'autres éléments, donc on va voir d'autres formes du corps. On voit sur l'image que cet être de la planète Zeus n'a plus de bouche et son abdomen est presque non existant tellement il est petit. Ça veut dire c'est probable qu'il se nourrit plus de la nourriture matérielle, qui est juste comme un glitch de notre existence, conscience peu structurée sur cette planète-là. De cette manière, alors si je reviens à la Terre avec le fer, l'oxygène et le cuivre, c'est des composants qui sont majoritairement présents, très présents sur la Terre, qui sont aussi très présents dans notre corps. Et ça, on pourrait comprendre ce que supposé Dieu a dit, je crée le corps de l'homme à l'image de moi-même. On pourrait élargir et comprendre ça d'une autre façon, que c'est aussi peut être la mère Terre qui dit, je crée mes enfants, les humains, nous, selon mon image, parce qu'ils ont fait de la même matière dont je suis fait. Donc, de cette façon, on a la création, ça nous ramène au début de nos enseignements avec la science du plasma, où la création de la vie était déjà expliquée théoriquement par l'énergie du soleil. Et là, on peut dire égale âme, égale le créateur, en interaction avec les champs gravitationnels et inertie de la planète Terre, âme de la forme physique, crée la matière de notre corps. Hein? Donc, cette explication théorique, avec toutes les autres informations qu'on peut ramasser, devient beaucoup plus claire et palpable et plus facile à comprendre. Une citation de M. Kesh, le corps physique est créé par les énergies de l'âme, les créatures, le soleil, les forces de champ gravitationnel de la Terre, qui absorbent les acides aminés de l'environnement pour en créer le corps physique de l'homme. Non seulement le corps physique de l'homme, tous les autres corps également. Ensuite, un mot, c'était dans la période de questions-réponses. Il était demandé d'expliquer encore une fois qu'est-ce que c'est l'inertie. Et là, il a dit l'inertie n'est pas une force composante d'un élément, mais c'est une force qui provient d'une interaction. C'est l'interaction avec des champs des éléments matériels, comme par exemple l'or, cuivre, tout ça, avec la gravitation de l'environnement de la planète. Donc l'interaction entre le champ des éléments avec la gravitation de l'environnement crée, c'est ça l'inertie, et cette inertie crée la matière.
C'est aussi, je vous ai mis l'image de la Terre avec les taches jaunes. Ça, c'est les lieux sur la Terre où il y a des dépôts d'or comme un exemple. Ça fait que la matière or est créée à certains niveaux donc ça prend le champ plasmique de l'or qui se crée dans les autres couches de l'atmosphère en interaction avec un endroit particulier de l'inertie de la Terre. Dans le cas de l'or, c'est sous la surface de la Terre, pas par-dessus. Il ne pleut pas de l'or encore, mais il y a des formations d'or qui se font à certaines profondeurs dans la croûte terrestre. Vous voyez aussi, c'est beaucoup plus concentré sur les continents que dans les océans. Parce que si l'inertie change un peu, ça peut être la profondeur, un autre élément va se créer, comme cuivre, comme argent, comme natrium, potassium ou autres éléments. Et les océans sont très profonds, c'est-à-dire la profondeur où on trouve de l'eau, c'est aqueux. Il n'y a pas de solidité à ce moment-là dans les océans. Et à ce moment-là, cette inertie ne peut pas former le même composant or, mais ça va former un autre élément, par exemple le natrium, pour faire le sel de la mer, par exemple. Ensuite, une autre question était sur le temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Le temps est relatif. Le temps n'existe pas sur le plan fondamental, c'est-à-dire ce n'est pas une réalité existante. Le temps est un phénomène de perception. Ça existe sur les deux autres plans, le plan de transition et le plan matériel. Pourquoi c'est relatif? C'est relatif, par exemple, aux références du passé de temps. Ici, c'est comment la Terre tourne autour d'elle-même, la journée, comment elle tourne, dans quel temps elle tourne autour du Soleil, c'est l'année. Une année terrestre est très différente d'une année sur Pluton. Un autre exemple, si je suis de très bonne humeur et je suis en amour et tout va bien, le temps passe rapidement vite. Et quand je suis ennuyé et déconnecté et déprimé, le temps s'étire éternellement, comme vous voyez ici sur l'image de la montre de Gaudi. Le même phénomène comme le temps, c'est le moi. Qui suis-je? C'est aussi relatif à notre perception. Le je, dans le sens spécifique comment nous l'utilisons, n'est pas un absolu, ça n'existe pas sur le plan fondamental. Si vous avez quelque chose à contredire maintenant, je comprends pourquoi je vais vous dire tout de suite. Elle est relative, la perception du je ou du moi est relative au niveau duquel je parle. Si je parle sur le plan matériel, je suis le corps. Si je parle sur le niveau de transition ou sur le niveau énergétique, je suis une personnalité, Thomas ou Avira. Si je suis sur le plan fondamental, je suis le créateur. Vous vous rappelez?
Monsieur Kesh dit souvent, je suis le créateur, I am the creator. Et il se gonfle pas avec ça. C'est juste une conséquence parce qu'il vit sur le plan fondamental et sur le plan fondamental, il est le créateur. Chacun qui se rend sur le plan fondamental est le créateur. C'est pas une prétention, c'est une évidence. Et à ce moment-là, s'il dit « je suis le créateur », le « je » là, c'est aussi, c'est une réalité, mais c'est pas vraiment le même « je » parce que il n'est pas divisé ou non uni de toutes nous autres et du créateur. Donc, c'est un espace de union où il n'y a pas de séparation. Dans le concept de « je », en étant séparé, ne peut pas avoir lieu. C'est ça ce que je voulais dire. Deuxième partie de... Ah non, ça c'est la question, je me suis donné la peine de me réveiller et me mettre devant mon ordinateur à 2 heures le matin pour écouter le Knowledge Seeker Workshop live parce que j'avais une question. Je vous ai parlé déjà la dernière fois, on vit dans, comme le mec a ouvert une discothèque et on ne peut pas dormir vendredi et samedi. On ne pouvait pas. Nous avons déménagé, le truc est réglé. Je vous avais aussi expliqué comment. Mais ça m'intéressait quand même le phénomène parce que je me rappelais qu'à un moment donné, Armen, il avait créé un réacteur sur un moteur, une boule qui tournait. Et ce réacteur, il a tourné très rapidement et à une certaine vitesse, je crois que c'était au-delà de 7500 tours la minute. Et tous les sons produits par les machines, incluant le son du moteur même et une radio qui était allumée dans la même pièce, n'étaient plus audibles. Donc ça, c'était décrit à l'époque comme un effet bouclier des réacteurs. Alors, je me rappelais de ça. La deuxième chose que je me rappelais, c'est quand mon fils était bébé, on était allé avec lui dans des parties avec des amis où on dansait, il y avait la musique forte. Et quand il était tanné d'interagir avec les gens ou de jouer, il s'endormait. Il faisait plus de bruit que nous avec la discothèque 5 maisons plus loin. Et il pouvait dormir. Et ma question à M. Kesh, c'est, je me rappelle des réacteurs et je me rappelle du bébé et j'aimerais savoir comment on peut créer ce bouclier sans faire recours à quoi que ce soit matériel, seulement avec le pouvoir de notre âme. Là, M. Kesh a répondu en une seule phrase, qu'on connaît déjà. Il a dit, vous devriez élargir le champ de votre âme au-delà des limites de la forme physique de votre corps. Et je vous ai mis les images du vidéo brésilien. On voit l'âme dans le cerveau. L'âme grandit jusque l'âme est plus large. Les champs de l'âme sont plus larges que le cerveau, c'est-à-dire les limites de la forme physique, le crâne. À ce moment-là, on est dans le même état que le bébé. On est tellement proche à l'âme qu'on peut facilement tourner notre attention du plan matériel où se trouve le bruit vers le plan fondamental où se trouve l'âme.
Et là, M. Kirsch, il a quand même expliqué un peu plus. Il a dit, quand vous êtes dans une structure, par exemple, quand vous êtes sur la terre, au bord d'une piscine ou au bord d'un lac, vous n'entendez rien qui se passe dans le lac. Vous avez peut-être fait déjà l'expérience, deux personnes vont dans une piscine et une crie. C'est super fort dans l'eau parce que l'eau transporte les sons beaucoup plus rapidement que l'air et il n'y a pas de friction que ça se perd. Mais quand quelqu'un crie dans l'eau et l'autre est hors de l'eau, il n'entend rien. Il entend juste bloup bloup. Vice versa, pareil. Quelqu'un crie à l'extérieur de l'eau, quelqu'un autre est sous l'eau, il n'entend pas. Et là, M. Kirsch a dit, si vous êtes sur le plan terrestre, vous n'entendez pas les bruits du système solaire. Et c'est bien comme ça parce que ça vous dérangerait. Et vice versa. Quand on quitte la Terre, on n'entend plus le bruit. Donc, ça prend où nous plaçons avec notre perception. C'est-à-dire, si je me place avec ma perception, si je suis capable de déplacer mon attention, c'est ça, c'est là où je suis. Où est mon attention? C'est là où je suis. D'accord? Si je peux déplacer mon attention du plan matériel vers mon âme, je ferme mes yeux et je me retire à mon âme, je n'entendrai plus le bruit. Et je me rappelle aussi, Osho, il a raconté la même chose quand il était en prison, une prison hyper bruyante. Il était toute la journée là, en parfaite sérénité, tranquille, assis dans sa chaise. Et on lui a demandé, mais pourquoi, comment vous pouvez méditer dans cette brouhaha-là? Il dit, je me retire dans mon intérieur assez profond que le bruit de l'extérieur ne peut plus m'atteindre. Et c'est ça. C'est comme si le bruit qui est à l'extérieur est dans un autre monde que dans lequel je suis avec mon attention. Là, il a dit aussi que nous ne sommes plus des bébés, nous sommes maintenant des adultes, mais on n'a pas vraiment facilement accès à notre âme comme un bébé, mais on peut, dans notre espace de rêve, réapprendre comment ça fonctionne. Mais ça, c'est la même façon le même espace quand on dort. Et il explique ensuite que dans l'état de rêve, le mental est endormi, c'est-à-dire l'attention du mental ne va plus vers l'extérieur, mais va vers l'intérieur. Moins vers la matière, plus vers l'âme. Et quand on entend moins les bruits de l'extérieur, on entend plus la voix de l'âme, ce qu'il a dit. Et là, on peut, vous savez, on peut rêver de sa mère ou de sa grand-mère qui n'est plus vivante et tout ça. C'est-à-dire, notre âme peut, si cette connexion est projetée vers l'extérieur, soi-disant, connecter avec d'autres âmes, ou ça peut être projeté à l'intérieur et gérer le corps. Donc, on pourrait, à ce moment-là, si on peut récupérer le phénomène de dormir en le liant à notre conscience, c'est-à-dire à ce moment-là, on pourrait guérir son corps en dormant.
Et ça veut juste dire ne pas intervenir dans l'auto-guérison du corps, parce que le corps est le reflet de l'âme. Okay. Maintenant, la troisième capsule, la création 101, c'est les bases de création expliquées par Grégory Grabovoi et Hélène Laporte. Vous allez voir dans ces explications, ils sont tellement proches à ce que M. Kesh dit, sauf avec d'autres mots qui, des fois, peuvent nous aider à comprendre plus. Donc, les bases pour comprendre la création. Le premier, j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Le monde, tout ce qui existe, existe sur 3 niveaux simultanément. Le niveau fondamental, niveau de l'âme, niveau de transition ou de l'énergie, le niveau où vit le mental, et le niveau matériel sur lequel vit le corps. Les 3 structures de nous, notre trinité, vivent simultanément sur les 3 niveaux qui existent simultanément. Deuxième point. Tout ce qui existe, existe avant tout et éternellement sur le niveau fondamental. Sur ce plan, tout est un et infini. Troisième, le Créateur a créé tous les éléments des univers dans une impulsion d'amour qui continue éternellement. Chaque élément est créé avec un nombre infini de possibilités et d'évolution éternelle. Pour ça, je dis, ce moment de création perdure à l'infini. C'est comme si on prend l'exemple du Big Bang, que la physique nous veut nous faire croire que c'est ça le début de la création universelle. Ça veut dire que cette explosion d'une singularité est éternelle. C'est slow et c'est moins violent. Ensuite, tous les éléments qui existent dans le monde, dans tous les univers, ont une structure pareille, inclut le Créateur. Chaque entité ou chaque événement ou chaque élément a une âme. Le Créateur, l'âme du Créateur, nous, notre âme, et chaque élément, un chat, un chien, une rose, une pierre, une molécule d'eau ont une âme. Chaque entité a aussi une âme de la forme physique qu'on appelle mentale. Pour le Créateur, on appelle ça esprit. C'est le réseau de lumière informationnelle qui lie toutes les entités. Dans notre système à nous, c'est l'âme de la forme physique ou le mental avec la conscience. Dans tous les autres éléments, les animaux, les plantes, les minéraux et tout ça, il y a l'âme de la forme physique qui est l'âme collective de tous les composants. Chez nous, c'est le pareil, c'est le Créateur, c'est le pareil. L'âme du Créateur qui est l'esprit, c'est aussi vu d'un autre aspect l'âme collective de tous les composants par rapport au Créateur de tout. Le corps physique du Créateur est tout ce qui existe sur le plan matériel. Tous les univers où on peut dire l'unicos. Pour l'homme, c'est notre corps physique. Toutes les autres choses, ça peut être animal, plante, bloc de bois ou parfum qui flotte dans les airs. Donc ça, c'est important. Tout inclut le Créateur.
ont la même structure. Ça veut dire aussi qu'ils sont faits de la même façon. Ça veut dire la création fonctionne comme ça. La création part de l'âme du Créateur, c'est le soleil avec très beaucoup de rayons. À l'intérieur de ce soleil, c'est notre âme, de nous tous les humains, incarnés ou pas. À l'intérieur de notre âme est le diamant de notre âme de la forme physique. Et elle crée. C'est ça la co-création. Donc l'impulsion initiale vient du Créateur qui se traduit dans notre âme comme le souhait de notre âme, qui devient dans notre mental le désir de créer ou de vivre ceci ou cela. Et ça, par la suite, crée les univers, la Terre, l'homme, les molécules, tout ce qui est, sans aucune exception. De cette façon, Grigory Grabovoy dit, l'homme est à la fois le monde extérieur et le monde intérieur. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Hiérarchie, c'est seulement humain. Quand je dis l'âme humaine fait partie de l'âme du Créateur, ça veut au fin fond dire ce que M. Kesh dit. I am the Creator. Je suis le Créateur. Le moment où je me perçois, où je me situe, où je mets mon attention sur le plan fondamental. C'est-à-dire la création, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, comme la perception, qui est une projection de l'intérieur vers l'extérieur, et tous les deux conditionnels à la structuration de notre conscience, c'est-à-dire si le diamant de notre mental est sans faille, propre et clair. C'est beaucoup, mais si c'est trop beaucoup, vous arrêtez et vous pouvez écouter la deuxième fois ou troisième fois. Sous un autre aspect, comme je vous ai expliqué juste avant, que c'est important dans cette création également et aussi par rapport à la perception que notre diamant est très propre et pas pollué, pas sale. Quand il est très propre, il peut laisser passer la lumière informationnelle en provenance du Créateur sans rien enlever ou distorsionner jusqu'au plan matériel pour faire une création. S'il a des failles, ou il est cassé, ou il est sale, il y a une partie de la lumière informationnelle qui vient du Créateur est enlevée, est perdue, et seulement une fraction sort du diamant pour se rendre sur le plan matériel dans la création ou dans la normalisation. Et ça veut dire que l'âme et le Créateur, tous les deux, ont un intérêt vital que nous structurons notre mental. Parce que le plus que notre mental est structuré, le plus fidèle notre transmission de la lumière informationnelle. Et le plus nous font la volonté de Dieu, si on veut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, quand on
ait un diamant qui est pur et sans faille et propre, ce diamant est super propice à transférer l'état d'éternité et les lumières informationnelles à tous les autres éléments et ça passe à travers nous. Ça ne se passe pas du Créateur directement à la création. De cette façon, c'est important aussi de comprendre, en nous créant, le Créateur crée des créateurs. Et nous, quand nous faisons des enfants ou des œuvres d'art ou quoi que ce soit d'autre, nos créations, nous, quand notre diamant est propre, nous sommes aussi des créateurs des créateurs. Et quand on dit ça, ça veut dire, quand on parle de la création, on parle au même temps d'évolution, parce que chaque élément a le potentiel de développement éternel à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire, il n'y a rien qui n'est pas vivant, il n'y a rien qui est statique. Tout ce qui est créé en évolution éternelle et permanente. Et pour ça, je dis, si on dit création et évolution, c'est la même chose. 2 citations comme des fleurs pour agrémenter ça. Le corps physique doit participer au processus de la co-création de l'univers, c'est-à-dire au processus d'interaction entre l'âme et le mental. S'il n'y a pas de corps physique, il n'y a pas tous ces transferts de lumière informationnelle. Donc, c'est très, très important et on peut vraiment s'émerveiller qu'est-ce que ce corps peut faire qui était tellement dénigré par, je dirais, toutes les religions majeures dans le monde. Deuxième, l'éternité du corps physique est un instrument très puissant et souvent le seul instrument qui permet à la civilisation de se sauver réellement, comme maintenant. Non? On a déjà parlé souvent de ça. La seule façon d'échapper vraiment à la magouille de la cabale et nouvel ordre mondial, c'est l'éternité, d'atteindre l'éternité de notre corps physique. Parce que vous rappelez, à ce moment-là, on a aussi trouvé le point d'invulnérabilité. On est devenu intouchable. Voilà. Alors, comment on fait ça, le transfert de l'éternité à tous les éléments depuis l'âme du Créateur? C'est pas compliqué. Comme toutes les choses qui sont vraiment importantes ne sont pas compliquées. Il y a 3 composants. Première étape, on se met dans une étape de relaxation active, c'est-à-dire un état adapté au contrôle de la réalité. Deuxième, c'est-à-dire on est relax, tout le corps est très détendu et on est très alerte, le mental est très alerte. Deuxième étape, on se met dans un état d'amour. On se rappelle on baigne comme tous les éléments de l'univers dans un bain d'amour en étant des vrais morceaux d'amour, comme dit Hélène Laporte. Dans un état d'amour, toutes les structures de notre Trinité sont connectées. On est connecté à notre âme, qui est connecté à notre mental, qui est connecté à notre corps. Troisième, on regarde l'objet qu'on veut normaliser ou matérialiser avec les mêmes yeux d'amour. Ça veut dire, sans amour, il n'y a pas de contrôle de réalité. C'est très bon que ça soit comme ça,
parce que ça évite déjà sur le plan très intuitif toutes les magouilles ou tous les intérêts particuliers, parce que l'amour ne peut pas avoir un intérêt particulier, ne peut pas être conditionnel. L'amour est en soi naturellement, essentiellement inconditionnel. Donc, si je regarde quelque chose avec amour, mon regard est aussi en même temps dirigé vers le salut global. C'est inévitablement comme ça. Quand je vois que ce n'est pas dirigé sur le salut global, ça veut tout simplement dire je ne suis pas dans un état d'amour. Je suis dans un état égoïste parce que je veux juste combler mon désir personnel. 3 exemples pour des gens qui font déjà ça. Un qui s'appelle Jésus. Il a guéri des gens, il a réveillé des morts, il a fait d'autres miracles, entre guillemets. Et il a fait ça juste par l'amour. Il n'a pas demandé qu'est-ce que vous avez comme maladie ou pourquoi vous êtes mort et je vais faire le ganz approprié pour ça. Il n'a pas dit ça. Il a juste regardé avec l'amour qui ne voit pas la mort ni la maladie et voilà, les gens étaient guéris. L'autre, c'est un Slovène, un homme de la Slovénie qui s'appelle Brasso. Brasso, c'est slovénien qui veut dire frère. Il y a un film sur lui à la fin de la présentation. Le lien est sur le PowerPoint, le lien est aussi sur le PDF de cette multiplication-là. Et je vous suggère beaucoup de regarder, c'est comme 50 minutes, comment le Brasso travaille. Et il ne fait absolument rien. Il juste est là et il est juste là. Et le travail, ça veut dire il fait absolument rien. Et ça veut dire toutes les guérisons et toutes les choses bien faites qui se font, c'est les gens qui le font eux-mêmes. Et c'est ça le secret de la santé plasmique. 3e exemple, c'est Abraham Hicks qui a relaté ça. C'était une fille de 4 ans qui avait le don aussi de guérir des gens juste en les regardant. Et une fois, elle était demandée comment elle le fait. Et elle dit, oh, j'aime tellement les personnes que je les aime tellement qu'il n'y a aucune place pour rien d'autre. Par exemple, une maladie, par exemple, un autre problème. Maintenant, comment se mettre dans un état d'amour? Je dirais l'état d'amour est naturel. C'est notre mental non structuré qui perturbe l'état naturel, qui le parasite. Et pour contrecarrer le parasitage, il y a des astuces comme une bouée de sauvetage. Premièrement, stop. Quand on est déclenché dans un sens négatif, on arrête. On peut continuer à respirer, mais on ne bouge pas et on ne fait pas, on continue pas des choses, surtout pas réagir. Ce stop crée une distance au déclencheur. Après, on détourne volontairement l'attention de l'élément non constructif, le déclencheur, vers notre imagination qui peut imaginer la même chose, la même situation où on n'est pas déclenché, où la situation est à la norme. Et là, on aime ça. Et si on aime ça, on est dans un état d'amour. Donc, quand
on transfère, et ça c'est aussi dit par Grigory Grabovoy, qui est absolument parallèle à Mehrarenkesh, que le transfert de la lumière informationnelle est toujours bidirectionnel. C'est-à-dire, nous donnons de notre lumière informationnelle à quoi qu'il soit auquel nous dirigeons notre attention ou intention. Et cet élément nous envoie ces informations lumineuses au même temps. Quand ça se passe, cette interaction, c'est signe qu'on est dans l'esprit. On est dans le réseau, on est au centre du réseau qui lie tous les éléments de l'univers, le réseau informationnel universel. Et à ce moment-là, quand nous voyons la paix sur la terre, le Créateur voit la paix à travers nos yeux et le manifeste à travers nous. Le Créateur, en ce moment, ou de toute façon, il sent tout, il est lié à tout. Pourquoi? Parce que tout est à l'intérieur de lui, il est de tout. Et nous aussi, le moment où notre conscience est structurée, ou même le moment où nous évoquons, nous demandons à Dieu d'être connectés. Juste à ce moment, on va shifter de la conscience non structurée vers la conscience structurée où est le Créateur. Ensuite, le Créateur crée à travers notre corps. Et nous pouvons visualiser nous-mêmes le résultat de notre manifestation. Si la manifestation est à la norme, ce qui nous arrive, c'est à la norme. Ça veut dire on a réussi, on était assez humble pour laisser toute la place au Créateur qui crée à travers nous. Là, je vous ai mis l'image de Brasso qui s'appelle Frère. Il ne parle pas, il ne donne pas d'interview. On ne connaît même pas son nom légal. On ne sait pas quel âge il a. On ne sait pas dans quelle famille. Est-ce qu'il a une blonde? Est-ce qu'il a des enfants? On ne sait absolument rien. Et il guérit comment? J'ai oublié le T. Ça, c'est une question que vous allez répondre après que vous avez vu la vidéo. Voilà, mes amours, j'ai terminé ma multiplication pour aujourd'hui et je vous remercie beaucoup de votre soutien amoureux, inconditionnel. Maintenant, le microphone va être ouvert pour vos commentaires ou questions auxquelles je peux seulement répondre la prochaine fois parce que c'est un enregistrement, parce que le Aviram, imaginez-vous, prend vacances de 4 jours pour visiter un endroit du Guatemala où il n'y a pas de tourisme, c'est très haut dans les montagnes, où vivent beaucoup de Mayas d'une façon originale et c'est tout simplement trop loin et trop de travail pour se rendre. Pour ça, il n'y a pas de tourisme. Alors, je vous envoie tout mon amour jusqu'à la semaine prochaine. Tschüss. Voilà les amis, c'est la fin donc de cette vidéo qui a été enregistrée par Abiram hier. On l'a reçu hier soir. Bon, moi, si vous voulez, je peux prendre des questions, mais je serai bien incompétent pour y répondre. C'est pas du tout ma partie.
Il faudra réfléchir, si vous le voulez bien, pour la prochaine fois, par rapport au fait que Aviram apparaît. Il peut faire aussi quelque chose de beaucoup plus mixte, c'est-à-dire, comme il a expliqué tout à l'heure, et pour ceux qui n'étaient pas là, je le redis, c'est-à-dire qu'il peut se présenter à vous, comme au tout début, comme dans une émission avec son portrait, il est en train de parler. Et ensuite, il peut aussi switcher sur des diapos, enfin des slides, des diaporamas de PowerPoint, hein, et puis revenir ou faire ce qu'il a fait ce soir, ou simplement présenter comme il le faisait avant. Donc c'est à vous, c'est votre choix. Et bon, réfléchissez, et puis on en reparle la semaine prochaine, si vous voulez bien. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, c'est le moment. Écoutez, je vais vous saluer, donc, parce que je sais qu'il y a Monsieur Cash qui va intervenir très rapidement. Il faudrait que je puisse y être, et je vous dis à très très bientôt. Pour ce qui concerne les cours, comme je vous l'avais dit, par rapport à la matière, à la création de la matière avec les cours de Alexandre Skoric, tout ça, ça évolue. C'est un petit peu long parce que il faut délayer les choses, mais je vous ai promis ça, et je le ferai dans les prochaines semaines, à coup sûr. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Oui, très belle soirée aussi à tout le monde. Merci, au À revoir. bientôt. Au revoir. Au Au revoir tout le revoir. monde.